Stephen King est le roi de l'horreur, c'est un fait établi aujourd'hui, ne serait-ce que par ses ventes indubitablement les plus grosses du marché. Il est donc normal que le cinéma se soit emparé de ses œuvres avec plus ou moins de succès. 1983 est une année charnière d'ailleurs sur les films tirés des romans du bonhomme, puisqu'après un Creepshow écrit par lui-même et réalisé par George A. Romero, nous aurons Cujo, donc, dont je vais parler ici, Dead Zone de David Cronenberg et le Christine de John Carpenter, autant dire certaines de ses meilleures adaptations. Cujo, un Saint-Bernard très gentil, chasse un lapin qui se réfugie dans une sorte de petit terrier où il est mordu par une chauve-souris enragée. Lorsque l'infection de la morsure rend Cujo fou, il va commencer à tuer. Donna et Tad, une maman et son fils, veulent faire réparer leur voiture et vont se retrouver sur le terrain de chasse du chien tueur. Cujo va les attaquer et vont se réfugier dans leur Ford Pinto. Donna essaie de repartir mais la batterie défaillante de sa voiture l'en empêche et Donna et son fils sont prisonniers sans eau ni nourriture. Le soleil va rendre les conditions presque insupportables et Donna va se rendre compte qu'elle doit faire quelque chose avant qu'ils meurent tous les deux d'une insolation ou de déshydratation. Cependant, ces tentatives de sortie sont déjouées par les attaques répétées du chien malade. Vous l'aurez compris, un huis clos dans une voiture sous forte chaleur, une maman qui veut sauver son fils et un monstre enragé autour du pur Stephen King. Lorsque Stephen King vend les droits d'adaptation de Cujo, il pense pour la réalisation à Lewis King dont il a apprécié la façon de diriger son film L'incroyable alligator en 1980. Les producteurs préfèrent eux, cependant, engager Peter Medak. Après seulement 1 ou 2 jours de tournage, Medak quitte le projet et Lewis King le remplace au pied levé. Medak était parti sur une idée de faire un film rempli de scènes choc et avait même rajouté un vrai monstre dans le placard de la chambre de Ted, une chauve-souris géante qui en sortait et allait mordre le Saint-Bernard pour se réincarné dans le corps du chien, n'importe quoi. L'écrivain signe une version du scénario dont certains éléments sont retenus dans la version finale pour laquelle il n'est pas crédité, notamment la fin qui est très différente de celle du roman, une fin qui me calmera et m'empêchera de relire le livre avant longtemps, une fin absolument horrible. Un père absent, une mère adultère et un enfant qui a peur du noir et de son placard, tout King est dans le livre. Un film plus que réussi aussi, transformé par le grand directeur de la photographie Yann Debon, découvert chez Paul Verhoeven et qui nous donnera certaines des plus belles images du cinéma avec La chair et le sang et Basic Instinct du Hollandais violent, Piège de cristal et À la poursuite d'Octobre rouge de McTee ou Black Rain de Ridley Scott, mais sera un moins bon réalisateur si ce n'est son Speed avec Keanu Reeves et Sandra Bullock et un Twister qui se regarde. Bref, une photo qui donne le ton sur un film impeccable et un miracle de bon goût et d'une cohérence stylistique du meilleur effet, doublé d'une narration efficace et réussie. Les peurs de Tad la nuit, les reflets de l'aube sur le beau visage d'E. Wallace, des moments d'un lyrisme étonnant encore ici, vu le budget de seulement 5 millions de dollars dans un équilibre efficace qui enlève tous les poncifs classiques du film d'horreur. Bref, l'équilibre parfait qu'il fallait pour un film oublié où le cadrage, les mouvements de caméra et donc la photo de Debon ont pour certains une image télévisée. Alors je vois pas en quoi. Moi je n'y vois qu'un bel exemple de série B burné dont la simplicité de l'histoire et de la mise en scène efficace en font un film pour cette chaîne. Les maisons et quartiers dans lesquels vivent les Trenton sont très même Spielbergiens et le Castle Rock montré pourrait être une des résidences d'E.T. ou de Poltergeist. Mais qu'est-ce que t'as au fond toi? Tombe à la balançoire. T'es tombé. La voiture recommence à faire des siennes.
Moi, je la conduirai chez Camber. Laisse-moi regarder. Lewis Teague vient de la télévision, même s'il a réalisé des films parfois cultes comme son incroyable Alligator, donc Cat Size, Le Diamant du Nil ou Navy Seal, les meilleurs. Et avec ce Cujo, réussit son pari, ce n'était pas gagné, d'adapter un roman en gardant l'essentiel, le meilleur. Cinq Saint-Bernard, chacun entraîné par Carl Lewis Miller, a réalisé une action en particulier vont être utilisés pour le film, ainsi que plusieurs têtes de chiens mécaniques et même un homme dans un costume pour un court moment. Pour éviter que les scènes dans la voiture soient répétitives, Teague va demander au département artistique de construire une voiture démontable qui lui permet de tourner avec de nombreux angles de caméra. Le chien passe d'une bonhomie que l'on connaît chez l'animal à une entité absolument monstrueuse qui grogne et change en se métamorphosant littéralement en monstre avec ses yeux rouges, ses babines retroussées, sa bave qui dégouline, sans cesse d'ailleurs, et son corps meurtri et souillé. C'est Peter Knowlton qui sera en charge des maquillages et Robert Clark, lui, va s'occuper de Cujo. 4 mois de tournage et 5 semaines dans la voiture, ce qui fut très pénible, d'autant qu'il ne faisait que pleuvoir alors qu'il devait faire une chaleur insoutenable à l'écran. Dad. Le film fut tourné en plus en hiver avec un beau 0 degré et une éponge humide passée sur les visages et corps donnait l'impression de transpiration. Autant vous dire qu'après les scènes, ça se mettait sous les doudounes. Le tournage durait 6 jours par semaine en commençant à 5h du matin jusqu'à aller parfois jusqu'à 21h. Entre les cris de l'enfant et les attaques du chien, le spectateur est emmené dans un duel au soleil implacable, impitoyable, dont le monstre ne cesse jamais ses attaques pendant que la mère essaie de sauver son fils, de lui trouver à boire et d'être inventive. 120 kilos de fureur qui ne lâche aucun moment, aucune minute et nous étouffe de cette attente et ce désespoir qui semble immuable. Cujo. À la musique, nous avons Charles Bernstein qui va nous composer une musique très efficace, comme le film, une sorte de score entre Jerry Goldsmith et Billy Goldenberg. Le film va s'ouvrir sur un thème pastoral qui va se lâcher en ouvrant assez vite les hostilités pour passer sur l'étrange, l'angoisse, bref, ce qu'il sait faire. Le thème de Cujo est absolument parfait, très John Carpenter aussi, et efficace. Il n'y a clairement pas d'argent, mais la musique est comme le film, efficace et saisissante, et l'une des compositions les meilleures et les plus intéressantes du bonhomme. Les thèmes sont parfaits et fonctionnent très bien. C'est un plaisir d'avoir enfin le score qui est sorti en 2016 chez Intrada. Une musique axée très série B, non exempte de défauts puisque pour certains effets vieillissent, mais la méthode principale est superbe et flûte, cordes, piano, cuivre et synthé typiques de l'époque nous donnent un beau soutien aux images sous la direction de Shirley Walker. Un score de série B, mais qui a du chien, désolé pour la blague. Le film va marcher avec 21 millions aux États-Unis et au Canada et un peu plus de 154 000 entrées en France, ce qui est peu. Pour la version française, les scènes coupées puis remontées seront redoublées ou en VO sous-titré. Dee Wallace est connue pour être la maman d'Elliot dans le E.T. de Steven Spielberg et ici, elle est encore une maman dans une situation bien plus terrible. Sa famille, très époque Ronald Reagan, ressemble à celle des Freeling dans le Poltergeist de Tobe Hooper. C'est ridicule de me flanquer la frousse comme ça.
Elle est une épouse qui s'ennuie et qui va tromper son mari, trop souvent absent, avec le voisin, rien d'original, pour devenir une mère acharnée à sauver son fils et elle-même du monstre agressif et impitoyable et dont le jeu d'actrice va encore démontrer l'étendue de son talent, passant d'une sensibilité tout à fait normale à une fureur de vivre et une volonté de vaincre le monstre dans un duel de regards que n'aurait pas renié Sergio Leone. Dans la fenêtre de Tad, y a pas de quoi s'accrocher. Rien ne touchera à Tad. On l'a bien sûr aussi vu dans Le Hurlement de Joe Dante, Critters de Stephen Herek ou Le Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson, ainsi qu'un nombre considérable de rôles à la télévision dans toutes les séries connues ou presque. Excuse-moi, Comment es-tu entré, dis-moi? j'ai terminé votre table, je vous la porte. Elle était mariée à l'époque à l'acteur Christopher Stone qui va jouer son mari dans Hurlement et ici donc son amant. C'est Annie Balestra qui fait sa voix française, la voix de Valeria dans Conan le Barbare de John Milius et Jamie Lee Curtis dans Un fauteuil pour deux de John Landis. L'actrice ne va pourtant pas accepter le script envoyé la première fois, trop axé sur l'épouvante, et une fois réécrit en thriller suspense, elle accepte ce rôle de femme forte. Stephen King apprécie le résultat final, affirmant notamment par la suite que l'actrice a réalisé la meilleure interprétation qu'il ait vue à l'écran de l'un de ses personnages. La scène d'amour avec son mari à la vie et amant dans le film sera coupée au montage et les deux acteurs durent se battre afin de ne pas apparaître nus. Elle est d'ailleurs redoublée sur le Blu-ray où vous pouvez la voir en VO sous-titrée. Dee Wallace sera éprouvée par le tournage au point de devoir être traitée pour épuisement. Elle avait en effet perdu beaucoup trop de poids. Tad! Tad! Le jeune Danny Pintoro est donc Tad, un fils coincé avec sa mère dans la voiture sous forte chaleur, son corps supportant moins facilement les attaques que sa maman. L'acteur est absolument bouleversant, passant d'un enfant tout naturel et tendre avec sa maman à une détresse qui nous choque et nous rend ce suspense presque insoutenable. Bébé, sois sage. L'acteur est jeune mais semble déjà très mature et on le reverra surtout en Jonathan Bauer dans la série de 1984 à 1992, Madame est servie. Et c'est Lynette Lemercier qui fait sa voix et avouons-le, c'est pas ce qui a été fait de mieux. Je voulais seulement que tu saches que j'avais rompu. Tu vois, je voulais seulement te dire ça. Je peux pas empêcher que ce soit arrivé, Vic. Vic Trenton, le mari souvent absent, est interprété par Daniel Hugh Kelly, dont c'est le premier rôle ici, et que nous connaîtrons en France dans la série Le Juge et le Pilote de 1983 à 1986. Quoi, vous n'avez pas de nouvelles de lui? Il n'a même pas téléphoné? C'est Bernard Murat qui est à sa voix française, toujours parfait. Toutes ces scènes sur son travail sont rajoutées dans des scènes qui ont été coupées au cinéma, puisqu'il travaille pour une compagnie de céréales qui est emmerdée dans des affaires avec des avocats. Kids all over the country are peeing and puking red dye and scaring the hell out of their parents. Et qui sont rajoutés sur le Blu-ray avec un nouveau doublage donc ou une VO sous-titrée. Il sait que sa femme le trompe, n'ose pas en parler, il est très aimant et compréhensif mais reste paumé par ce qu'il se passe. Il foncera bien sûr à sa rescousse puisqu'elle ne répond jamais au téléphone. Christopherson est donc l'amant de Donna, doublé par le formidable Claude Giraud en français. Hurlement de Joe Dante et Secco sont ses seuls faits d'armes au cinéma, mais il sera vu aussi dans des centaines de séries télévisées. Mais attends, Il est l'amant un peu frappadingue allant jusqu'à mettre la maison à sac pour se venger de sa rupture avec Donna. En plusieurs petits rôles, nous avons Ed Lauter, doublé par Jean-Pierre Moulin en Joe Camber, le mécanicien qui va périr sous les crocs de la bête. c'est la rage, merde. Un acteur qui a une filmographie absolument démentielle et qui nous manque. Sandy Ward et le shérif George Bannerman, vu dans quelques films et pas mal de séries aussi.
et Jerry Hardin est Mason, doublé par le grand Jack Thébault, connu pour son rôle de gorge profonde dans la série X-Files qu'il avait obtenu grâce au film La Firme de Sidney Pollack. Voilà toute la question. Il admet l'acte de vandalisme et son histoire tient. Qui est l'inspecteur ici. Le film est donc basé sur l'affrontement entre Donna et Cujo, charpente essentielle du film, dont l'actrice porte le film sur ses épaules. Et quelles épaules! Lewis Sting enlève le surplus social du roman et va à l'essentiel pour notre plus grand bonheur sur un film stylé et élégant dont la caméra bouge avec une facilité déconcertante, mobile mais tout le temps lisible. Le film n'est pas une adaptation à la ligne près, et c'est tant mieux, le média est différent, presque carpentérien dans l'âme. Un film non fantastique, la rage ça existe, même si le chien supporte bien des choses, un suspense insoutenable qui va monter crescendo et qui nous fait passer du malaise à la terreur pure. De la campagne bien champêtre où le monstre sera dévoilé en poursuivant un petit lapin, en passant par la chambre de Ted, enfant terrifié par la peur du noir, et une famille dont les problèmes ne sont pas moindres, où la vie parfois misérable de ses habitants de Castle Rock, tout dans Cujo fascine. Une réalisation percutante, élevée par des acteurs saisissants, à l'interprétation absolument magistrale, et bien sûr, ce Saint-Bernard dégueulasse, cette masse de muscles et de haine, de rage et de violence, et dont la métamorphose physique ne laisse aucun doute sur l'auteur des lignes du roman. Un huis clos réussi où la caméra tourne autour de la voiture comme les vertiges dus à la soif et le spectateur lui aussi a soif, sursaute souvent et nous tend le string sur nos sièges souillés des traces laissées par notre peur. Peu de sang pourtant, mais une intensité dans le suspense vraiment rare et réussi, portée par Dee Wallace, il faut le dire, absolument parfaite. Un film dont tous les protagonistes ont peur de quelque chose et qui vont se retrouver sur la peur commune et certains y succomber, étant le catalyseur qui leur fera comprendre parfois trop tard que la peur de la vie n'est rien comparé à certains vrais monstres. Original comme jamais, l'émotion que l'on ressent est au niveau des souffrances des protagonistes, dont le film est émaillé de scènes choc, un film où les personnages de Stephen King sont respectés avec une mise en place aux petits oignons et 40 minutes de suspense sans débander. C'est pour moi bien sûr un 6 sur 6 absolu, je ne peux rien mettre d'autre à ce film, il dure 91 minutes, vous avez 40 minutes de suspense dans une bagnole, on ne s'emmerde jamais, c'est juste parfait, et la photo est magnifique, l'actrice je l'adore, que voulez-vous dire de plus ? J'attends bien sûr vos commentaires, j'espère que vous aimez ce film autant que moi, c'est vraiment la petite série B Burney, comme on les aime sur cette chaîne, est vraiment réussie. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour du lourd, bye bye.